Comme eux, 2 millions de personnes suivent les vestiges de ce chemin de fer chaque année. Souvenir glaçant de la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz, rebaptisé par les nazis à Auschwitz. Ouverture des wagons, descente aux enfers. 1 300 000 déportés emprunteront ce sentier. Dans l'immense majorité, ils resteront moins longtemps sur ce site que les visiteurs d'aujourd'hui. Il est des exactions incompréhensibles. Il est des réalités insaisissables. À l'aune d'une mémoire vivante qui s'amenuise, de l'antisémitisme qui se ravive, des actions éducatives se multiplient pour transmettre aux jeunes générations le flambeau et le devoir de lutter contre toute forme de haine. Connaître le passé pour construire l'avenir. 2 classes vosgiennes des lycées de Raon-l'Étape et de Remiremont ont eu ce privilège. Départ pour un voyage sur les traces sombres de l'histoire de l'humanité. Nous, on les emmène quasiment tous les ans au Struthof, depuis plusieurs années maintenant. Bon, c'est pas très loin et c'est assez facile à organiser. Là, ils ont une chance extraordinaire d'aller dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ça leur permettra sans doute, après on verra comment ils vont le vivre, mais d'être sans doute beaucoup plus marqués par ce qui s'est passé pendant la guerre. Dans leur cours d'histoire, ces professeurs du lycée Malraux à Remiremont reconnaissent qu'il est de plus en plus délicat d'aborder certains thèmes. Ce qu'on va transmettre, c'est d'abord l'esprit critique. Les élèves, ils sont pris comme nous, par un flot d'informations. Et aujourd'hui, devant des informations qui sont contradictoires et parfois complotistes ou dangereuses, il faut réussir à faire le tri. Et c'est bien l'objectif, c'est de les faire penser par eux-mêmes, parce qu'ils auront eux-mêmes éprouvé, cherché, réfléchi sur ces questions. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces élèves, dont ni les parents ni les grands-parents n'ont connu la guerre, ont tout à découvrir. Faut s'accrocher, quoi. Il y a des trucs qui sont pas faciles. Et puis, c'est intéressant. Et puis, c'est bien de pouvoir travailler dessus. Et puis, rechercher des choses comme ça, c'est très enrichissant. Vous êtes en train de travailler sur quoi ? Sur la langue des camps, la Largers-Sprache. Et du coup, on cherche qu'est-ce que c'est, qui la parle et pourquoi elle a été inventée. C'est aux archives municipales qu'ils poursuivent leur cours. Dans les mains, des documents jaunis par 8 décennies. Ils enquêtent sur la vie de 21 familles juives déportées depuis Remiremont. Qu'est-ce que tu viens de trouver ? Des informations donc, sur la famille qu'on recherchait, donc Biron Bloch. Et donc son prénom, sa date de naissance, ainsi que son lieu de naissance, sa nationalité, qui n'est pas... Non, pas sa nationalité. Et son adresse. On a appris qu'ils s'étaient fait expulser de leur appartement, qu'ils s'étaient fait spoiler leurs biens, donc leurs meubles et leurs affaires personnelles, qu'ils avaient été déportés. Je me rappelle plus bien du camp, mais ils se sont fait déporter. Et on apprend aussi qu'ils ils étaient mariés, donc on voit ici. Biron, c'était Isaac, et du coup Bloch, c'est le nom de jeune fille de Suzanne, et quand ils sont mariés, Biron Bloch. Un travail sur des sources de première main qui aide ces jeunes à comprendre et à incarner la Shoah. La volonté d'exterminer un peuple est aussi la succession de drames individuels. Notre intérêt, c'est de travailler directement sur les sources, parce qu'en histoire, on a beaucoup tendance à présenter des documents déjà écrits, déjà retravaillés aux élèves. L'objectif pour eux, c'est d'aller chercher l'information dans des sources de première main. Ça leur montre aussi que c'est pas si facile de recréer le parcours de vie d'une personne. Ce sont des documents purement administratifs qui ont été produits à l'époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant, je trouve, de montrer ce type de documents aux élèves. Ce sont des documents qui ne mentent pas, ce ne sont pas des documents de propagande, ce sont des documents de travail, de fonctionnaires. Mais ils ont participé forcément sans avoir les tenants et les aboutissants. Ces recherches aboutiront à enrichir un audioguide mémoriel que l'Office de tourisme est en train de mettre au point. Un travail minutieux. C'est la nécessité. Aujourd'hui, on est allé récemment au Mémorial de la Shoah parler avec d'anciens déportés qui sont devenus très âgés et qui sont très inquiets du fait qu'avec la montée de l'antisémitisme, leur histoire se perde. Et nous, on a la chance d'étudier ça et de pouvoir transmettre même à nos camarades qui font pas ça. Et je pense que
C'est un peu notre rôle, nous qui avons étudié ça, de continuer à commémorer et lutter contre le négationnisme. Négationnisme, indifférence, malaise. La violence de l'histoire, son traumatisme indu, la rend difficile à affronter. J'appréhende un peu parce que quand on a été visiter le Struthof, je me suis pas sentie bien dans le camp parce que c'est lourd en histoire. Il y a un devoir de mémoire important et j'appréhende un peu la visite. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ce voyage scolaire restera à jamais gravé dans leur mémoire. En ce début février, ils embarquent depuis l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Comme eux, 600 jeunes de la région Grand Est ont pu aller en Pologne cette année. Moins de 2 heures plus tard, la patrie de Chopin apparaît à travers le hublot. Une large plaine marquée par le sceau du passé. Cette page de l'histoire, écrite sur les monuments aux morts de nos communes, comme celle de Remiremont. 41 Israélites de 10 mois à 80 ans ont été envoyés vers Écouvre ou Drancy, avant de partir vers un lieu tenu alors secret. Nous y sommes. Ils sont descendus du wagon. Les Allemands ont dit à tous ces Juifs, vous allez prendre une douche. Ils les ont amenés dans la soi-disant douche, qui n'en était pas une, c'est une chambre à gaz. Ces gens sont morts 1 heure, 2 heures après leur arrivée, et leur corps est parti en fumée dans les heures qu'on suivit. C'est le sort réservé à 80% d'entre eux. Les premiers déportés français arrivent en mars 1942. Prisonniers politiques, résistants, tziganes et 90% de juifs. Affamés, assoiffés, fatigués, par un déjà long périple, au total plus d'1 300 000 hommes, femmes, enfants arrivent entourés de cadavres qui, chaque heure passée dans ce wagon, devenaient plus nombreux. Quelques rares photos illustrent ce va-et-vient. Les trains s'enchaînent. Il faut agir vite, discrètement, de façon méthodique, faire le tri. Les SS craignent les mouvements de panique. Cette mère, dans la force de l'âge, entrera dans la chambre à gaz pour éviter d'affoler les plus jeunes. Cet escalier, on le descend. C'est tout. La mise en place de la solution finale s'organise, se rationalise. Les cartouches de fusil coûtent trop cher. Les chambres à gaz, pour la plupart en ruine aujourd'hui, sont plus expéditives. 5 kilos de Zyklon B lancés par une trappe par les SS, qui s'autoproclament désinfecteurs, tuent 1500 personnes. Un quart d'heure suffit. La capacité des fours est complètement insuffisante. Donc les SS ont creusé plusieurs fosses ici autour de ce crématoire. Sur certaines photos aériennes, on voit un panache de fumée qui se dégage de cette partie du camp. Panache de fumée que n'ont pas su interpréter les analystes des services secrets américains. Dans cet espoir, un Zander commando, un juif grec chargé de déplacer les cadavres, fera 3 clichés qui arriveront trop tard aux états-majors alliés. Il a d'abord pris les gens, ces femmes vivantes, et quelques minutes, 1 heure après, il les a prises en train d'être brûlées. Ceux qui échappent à cette première sélection sont condamnés à périr sous la charge de travail et les humiliations. Des souvenirs que les rescapés rapportent aujourd'hui au guide du musée. La déshumanisation, c'était les toilettes communes, les latrines. Quand ils voyaient les femmes, 2 rangs de femmes, n'est-ce pas, qui satisfaisaient les besoins, pour elles, c'était absolument une déshumanisation. Et la nudité. Parce qu'ici, toujours, souvent, les femmes, les hommes aussi, devaient se déshabiller. Cette nudité, et c'est toilettes collectives, les latrines, n'est-ce pas? Pour lui, c'était la déshumanisation. Le fait d'avoir un numéro, la même chose, la même chose. Le numéro, ici, on parlait des pièces, n'est-ce pas? Pas des hommes, des gens, des femmes, des hommes, mais des pièces. Si les cadavres sont dépouillés de leurs cheveux et dents en or, les prisonniers, eux, sont spoliés de leurs rares affaires, valises, chaussures, vêtements. Ils se retrouvent vêtus d'un pyjama rayé, grouillant de vermine. Dans ces baraquements, jusqu'à 1000 femmes étaient entassées la nuit, 5 par couchette, sur 3 niveaux, souffrant des épidémies, typhus, diphtérie, souffrant du froid, de la faim, une soupe, du pain rassis pour tout repas. Ils sont levés à 4h30, c'est l'heure de l'appel, une longue attente immobile par tous les temps. Les plus faibles s'écroulent avant le début du jour.
Les plus robustes pourront lire en allemand. Le travail rend libre. Quelle ironie. Travailler à la construction des baraques, à l'agrandissement du camp, à creuser des fossés, tandis qu'une autre catégorie de prisonniers allait travailler à l'extérieur. Au moment de ce voyage d'études, le chapiteau des commémorations des 80 ans de la libération du camp par l'Armée rouge cache la célèbre entrée. Cette visite a été organisée par la région qui a investi près de 300 000 € pour financer cette sortie pour 600 jeunes du Grand Est, dont 60 Vosgiens. Un enjeu éducatif, l'Holocauste, autrement dit cette volonté du régime nazi d'exterminer le peuple juif. 22% des Français déclarent n'en avoir jamais entendu parler, chiffre qui atteint 46% chez les moins de 30 ans. C'est avec une profonde émotion et un immense respect que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de ce voyage de mémoire. Il faut absolument que ces enfants se rendent compte de ce qui a pu exister et qui peut un jour effectivement être remis en avant. Et aujourd'hui, avec tous les mouvements antisémites qu'on a, toutes ces difficultés, je crois que c'est extrêmement important justement qu'ils soient présents sur des lieux pour qu'ils se rendent compte que ça a vraiment existé. Parce qu'avec des mouvements négationnistes comme on en connaît, eh bien, je crois qu'il est important d'être sur place et de voir ce qu'ont pu vivre ces personnes, d'autant plus qu'on en a de moins en moins qui peuvent témoigner. C'est le rapport du concret. C'est ce qu'ils me disent et ils font toujours tout de suite le rapport parce que ah madame on a fait ça en cours, ah madame on a vu ça et c'est réel, c'est concret pour eux et ça développe parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas, c'est trop court, on n'a pas assez de temps pour pouvoir montrer tout ce qu'on aimerait montrer. On comprend que c'est pas comme ça que ça arrive et que c'est une construction progressive, lente, insidieuse même parfois, qui aboutit à ça. Les discours, le fait d'aborder ça et de vraiment partir du début des années 30 pour aboutir à partir de janvier 42 à la solution finale, il faut l'expliciter, tout simplement pour, encore une fois, comprendre ce que ça a été, au-delà de l'assassinat systématique des Juifs d'Europe, tout ce qui a entraîné ça. Une course folle contre l'oubli débute au sortir du conflit mondial. Comment conserver la mémoire? Quand gardera l'histoire? Les sites d'Auschwitz et Birkenau s'étendent sur 200 hectares. Et les barbelés restent les témoins de la vie des camps que l'UNESCO préserve depuis 1979. C'est la volonté des quelques prisonniers qui ont survécu, polonais, après la guerre, qui immédiatement ont commencé à faire des visites pour leurs proches, pour leur raconter où ils étaient. Et de fil en aiguille, c'est devenu un musée en 1947, où là, il y a eu la décision de préserver les vestiges. Entre-temps, il y avait eu déjà beaucoup de baraques qui avaient été démontées, mais tout ce qui était encore debout devait être conservé. C'est un site qui symbolise le pire de ce que l'espèce humaine peut faire face à elle-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, il devait peut-être y avoir une dizaine, 11 millions de juifs à peu près en Europe. Ils voulaient tous les éradiquer, ils ont réussi à en éradiquer 6 millions. Ça montre l'entièreté de la barbarie de ce régime et de ses décisions. C'est un drame, et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, mais c'est pour ça que je pense aussi que de plus en plus maintenant, quand on est jeune, on cherche à nous sensibiliser à tout ça. Un drame qui, dans les affres de la guerre, n'a su être stoppé plus tôt. Les moyens de communication de l'époque sont insuffisants. Situé en partie dans une ancienne caserne transformée en prison pour les opposants politiques avant de devenir ce vaste complexe concentrationnaire, le plus grand du Troisième Reich masque la réalité. Quelques rares évadés alertent Churchill, mais comment agir sans bombarder les détenus? Alors ne restent que les faibles forces des résistants de l'intérieur. 7 octobre 1944, donc une insurrection armée qui a eu lieu à Auschwitz-Birkenau, des membres du Sonderkommando, donc un groupe spécial d'internés qui a réussi à se procurer de la poudre, des armes et à dynamiter un des crématoriums d'Auschwitz-Birkenau. Et au-delà de ça, bien sûr que les témoignages regorgent malheureusement d'histoires horribles sur les conditions entre les détenus, mais également d'anecdotes, d'histoires, d'entraide, de gens qui ont permis à d'autres de vivre simplement. Une des plus connues serait celle de Simone Veil, en l'occurrence, qui, en tant que jeune femme de 16 ans qui arrive à Birkenau, si un détenu sur le quai ne lui avait pas murmuré « dis que tu as 18 ans », jamais elle n'aurait passé la sélection. De cette usine de la mort ne subsiste qu'une petite partie. Avides d'effacer les traces du génocide, les nazis s'empressent de détruire documents et bâtiments compromettants. Seuls 5% des archives sont arrivés jusqu'à nous. Les SS entraînent dans leur fuite 65 000 détenus vers l'Allemagne. Les marches de la mort feront des dizaines de milliers de victimes.
À la fin de cette journée, ces lycéens emportent avec eux quelques photographies et des souvenirs intenses. Les photos où on voit les corps tout empilés comme si c'était, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot, comme si c'était de la merde quoi. Et que les SS marchent dessus comme si c'était des déchets. Ce qui m'a le plus surpris, c'est les cheveux, les vêtements, tout ça, surtout des enfants. Personnellement, ouais, c'est ce qui m'a le plus surpris. Tout, même les fours crématoires, c'est prenant. Théâtre privilégié de ces événements, le musée transmet avec pudeur et émotion le flambeau du devoir de mémoire. Le 27 janvier 1945, les Soviétiques découvrent 7500 survivants. Des ombres d'humains de 25 à 40 kilos, témoins des atrocités, traumatisés par l'inimaginable. Enfin libres. Beaucoup se suicideront, honteux d'être rescapés, rapportant des scènes que nombre de leurs contemporains ne croiront pas. Voici aujourd'hui cette jeunesse, chargée d'une mission, celle de transmettre. Celle de se rappeler que la solution finale hitlérienne s'illustre par ses chants. Une paisible campagne qui n'est autre que le plus grand cimetière sans tombe de l'humanité. Plus d'1 million d'âmes y ont été enterrées.